Merci, Donald. Merci pour la belle introduction. Merci d'avoir fait aussi le tour de tout ce qu'on a vécu depuis le début de la pandémie. Je me présente, Dominique Lemieux, directeur québécois du syndicat des métallos, mais avant tout, un fier membre de la section locale 6951 chez ArcelorMittal, Contrecœur-Ouest. Vous savez, on a bien beau être directeur du syndicat des métallos, mais pour rentrer à l'annuel, il faut être délégué par une section locale. Puis je veux remercier ma section locale sous le leadership de Yves Rolland et de l'exécutif de me mettre délégué de la section locale 6951. Je tiens à saluer aussi, on a vu là, le merveilleux vidéo de Jean Gérin-Lajoie, ce grand syndicaliste, puis un des grands syndicalistes que le Québec est connu, je suis convaincu. Je tiens à saluer aussi des membres de la famille de Jean Gérin qui sont ici. Il y a sa fille Isabelle, il y a son petit-fils aussi, Félix Ferland. Je peux vous dire que la pomme n'est pas tombée très loin du pommier du grand-père parce que Félix milite très activement, malheureusement ou heureusement, mais dans un autre syndicat, il milite à la CSN Construction. Donc, salut à vous. Je tiens aussi à saluer le don que la famille a fait, c'est-à-dire que toutes les archives que Jean Gérin avait accumulées durant toutes ces années-là, ils nous ont légué ça. Puis je peux vous dire qu'il y a plusieurs trésors dans ces archives-là. Je tiens à saluer aussi les autres directeurs qui sont présents. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'autres directeurs qui se sont inscrits à cette assemblée annuelle-là. Clément Godbout, entre autres, Lawrence McBurty. Lawrence, tout le monde connaît Lawrence aussi. Michel Arsenault. Vous savez, ma première assemblée annuelle auquel j'ai participé en 2003, c'était comme gréviste. En 2002, pardon. C'était comme gréviste. On était venu à l'Assemblée annuelle parce qu'on était en grève à l'époque chez Stelco. Michel a été le premier directeur que j'ai vu à l'Assemblée annuelle. Mais Michel, aussi, du temps que j'étais président des jeunes de la FTQ, c'est lui qui était le président de la FTQ. J'ai toujours cru en la jeunesse, toujours cru en l'avenir. Donc, merci, Michel, d'être là aussi. Daniel Leroy aussi, qui est là. Vous vous souvenez tous de Daniel, qui est rendu maintenant au Fonds de solidarité. Daniel, ça a été le directeur qui m'a embauché comme permanent, mais ça a été aussi le directeur qui m'a fait confiance à l'époque, qui m'avait donné le dossier de l'aluminium puis du bois dans la région de Chibougamau. Vous vous rappellerez du conflit de Rio Tinto. J'étais un jeune permanent à l'époque. Daniel m'avait fait confiance. Donc, je veux vous saluer, Daniel. Puis finalement aussi, Alain Croteau, directeur avec laquelle j'ai eu la chance de travailler comme adjoint quand j'ai commencé comme coordonnateur sur la Côte-Nord. C'était Alain qui était l'adjoint à Daniel à l'époque. Puis les dernières années que j'ai fait comme adjoint avec Alain ont permis de me donner les connaissances. Alain m'a tout montré des rudiments. Donc, je tiens à saluer les directeurs qui sont présents aujourd'hui. J'ai vu aussi Arnold Dugas. Je n'ai pas eu la chance de travailler avec Arnold. Je l'ai rencontré à une reprise, mais qui s'est inscrit aussi à l'Assemblée virtuelle. Donc, salutations aux anciens directeurs qui sont là. Je tiens aussi à souligner certains invités. Premièrement, bureau FTQ, Sonia Charette. On a parlé tantôt, Sonia est nouvellement permanente au Métallo, mais Sonia aussi occupe un poste de vice-présidente à la FTQ pour représenter les conseils régionaux. Pierre-Éric Chouanière aussi, directeur du SEPB. Anouk Collette, représentante pour les TUAC. Isabelle Garot aussi, qui est conseillère politique au président de la FTQ. Marc Maltais. Marc, tout le monde s'en rappellera. Je dis tout le temps qu'il est à FTQ, mais Marc il est encore au Métallo. C'est un Métallo, Marc. Sylvie Nelson aussi, la vice-présidente du SQUES 298. Denis Bolduc, notre secrétaire général. Daniel Boyer qui va s'adresser à nous tantôt. Dans les autres invités aussi au Fonds de solidarité, on a Jean Tifo qui est présent. Patrick Capuccelli aussi, qui est notre coordonnateur à la souscription. Manon Bertrand, j'ai vu Manon aussi. Manon qui a été longtemps une permanente métallo. Il y a aussi une professeure de l'Université de Trois-Rivières qui est présente, Diane Gagné. Ensuite de ça, on a Mario Alouine, directeur général de la Caisse d'économie des travailleurs et travailleuses unis. Puis finalement, Karine Bissonnette de l'Industrielle Alliance. On ne les verra pas pendant les 2 jours aussi, mais on a 2 députés du Bloc québécois, Louise Chabot, qui est je ne dirais pas une ancienne syndicaliste, parce qu'on reste toujours syndicaliste, mais Louise qui va joindre à nous pour une partie de notre assemblée annuelle. Puis Marilyn Gill aussi sur la Côte-Nord, qui travaille en étroite collaboration, entre autres sur le dossier de la protection des retraites. Je tiens aussi à saluer tout notre contentieux de Filion-Leblanc-Baudry qui sont présents en grand nombre à l'Assemblée annuelle.
Il y a des gens aussi de d'autres districts. Steve Hunt, qui est là avec son adjoint. Marty Warren aussi, le directeur du district 6, Mark Rollinson, puis Ken Newman Ken qui va s'adresser à nous aussi à l'Assemblée annuelle. Vous savez, Donald, il en a parlé, c'est pas évident d'arriver à la tête d'un syndicat en temps de pandémie, mais je peux vous dire qu'avec Donald, ça fonctionne très, très bien. Je peux vous dire qu'on se complète à la perfection. Donald aussi, sait comment me fouetter, sait comment me prendre, me faire cheminer. Puis avec toute l'équipe de coordonnateurs aussi, je peux vous dire que ça va très bien. Puis souvent, je fais un lapsus, puis je dis tout le temps à l'équipe des coordonnateurs, on est 8 coordonnateurs. Je peux vous dire qu'on est très bien soudés ensemble. Ça fonctionne très bien. Vous savez, faire du syndicat, c'est pas la chose d'un seul homme ou d'une seule personne. C'est comme un sport d'équipe. Si tu ne fonctionnes pas en équipe, ça ne marchera pas. Donc, toute l'équipe technique aussi, comment on a su travailler en équipe depuis le début de la pandémie, tous les permanentes, nos adjointes administratives aussi, dans chacun des bureaux régionaux, mais aussi au bureau de Montréal, qui ont su s'adapter au télétravail. Vous savez, ce n'est pas évident du jour au lendemain de dire qu'on s'en vient ramasser nos ordinateurs, nos imprimantes, nos dossiers, puis on s'en va travailler à la maison. Je peux vous dire que le côté aussi administratif de notre syndicat a continué à la perfection, sous la gouverne, entre autres, de Martina Folco. Mais surtout grâce à vous. Si notre syndicat continue à rayonner aujourd'hui, c'est grâce à vous tous, le travail que vous faites chacun dans vos milieux de travail. C'est ça qui fait rayonner le syndicat des métallos. Je peux vous dire, je regarde le nombre, on est à 324, 325. On a près de 400 inscriptions, délégués, observateurs, puis invités. C'est un succès monstre, cette assemblée annuelle-là. Quand on a commencé à avoir des discussions, c'était bien clair qu'on ne pourrait pas se mettre 400 personnes dans une salle à Rivière-du-Loup avec l'évolution de la COVID. Puis tranquillement, on a commencé à amener l'idée de faire une assemblée virtuelle. Puis au début, moi, je disais, je vise 250 personnes à l'assemblée annuelle. Puis il y en a dans mon équipe qui me regardaient et qui trouvaient que je visais un peu haut à 250 personnes. Puis regardez aujourd'hui, 325. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont revenir. Il y a une gang, exemple, au Roberval-Saguenay, qui a eu un gros déraillement cette nuit, donc ils ne peuvent pas être là, mais ils vont joindre à nous plus tard dans la journée. Près de 400 inscriptions, je pense que le chiffre exact, c'est 390. Donc, c'est une maudite belle occasion qu'on a ensemble de continuer à débattre ensemble, à échanger, à communiquer. C'est une maudite belle occasion qu'on a de continuer à faire vivre notre syndicat malgré la pandémie. C'est une maudite belle occasion aussi de pousser notre machine au maximum. Parce que je peux vous dire qu'on a l'équipe des cordeaux. Vous avez vu ici dans la salle, là, il y a l'équipe des cordeaux chacun de mes côtés. Mais en arrière de la salle, tous les services techniques qui sont là pour faire fonctionner, je peux vous dire qu'on les a poussés. La machine a été poussée. Il y a du monde, je peux vous dire, qui ont hâte à la fin de semaine, puis il y a une couple de semaines de vacances qui vont se prendre à venir. Chapeau à l'équipe. C'est une belle façon aussi qu'on a d'innover cette assemblée annuelle-là. Il n'y a pas si longtemps, juste avant la pandémie, j'étais à Fermont, puis on était dans une cafétéria, puis on s'est fait interpeller par un membre, puis la pandémie n'était pas arrivée encore, là, pour dire pourquoi vous ne faites pas plus de virtuel, des assemblées virtuelles, puis ces choses-là. Puis d'emblée, on était réfractaires à ça. De la façon dont ça va emmener aussi, mais regardez comment aujourd'hui on est capable d'innover puis de continuer à faire vivre notre syndicat, puis capable d'avancer. C'est une belle occasion aussi de prendre le côté négatif de la pandémie puis de virer ça en positif, comme on fait aujourd'hui. Super fier de l'équipe. C'est surtout aussi une belle occasion pour poursuivre la tradition que Jean Gérin Lajoie nous a laissée de faire une assemblée annuelle. Il y a déjà eu dans le passé des discussions, des débats à savoir on devrait-tu faire ça aux 2 ans, l'assemblée annuelle? La réponse, c'est non, on va continuer à la faire à toutes les années. Ça aurait pu être un prétexte cette année pour dire on va sauter l'assemblée annuelle, mais non, on la continue. Fier d'un syndicat, le seul d'ailleurs syndicat au Québec qui rencontre l'ensemble de ses membres 2 fois par année. Une fois à l'assemblée annuelle, puis une fois dans chacune de vos régions des rencontres régionales. Puis ça, on veut poursuivre cette tradition-là. C'est hyper important. L'assemblée annuelle, c'est le cœur de notre organisation, c'est le cœur de notre instance. C'est là que vous, les membres, vous nous dites la direction que vous voulez que les métallos prennent pour la prochaine année avec la résolution. Un vrai syndicat pragmatique, un vrai syndicat qui fonctionne, c'est comme ça. Les mandats viennent de la base jusqu'à la tête, puis on veut que ça continue à être comme ça, puis c'est comme ça qu'on reste un syndicat fort.
On va avoir quelques sujets. Vous savez, l'Assemblée annuelle, ce n'est pas juste des résolutions, c'est aussi d'avoir la chance d'échanger, d'avoir des présentations. On va d'ailleurs avoir une présentation de Maude Reich au sujet de la condition féminine. Maude avait déjà donné une partie de cette présentation-là dans un Zoom en début de pandémie. Je vous invite à écouter attentivement. Puis surtout les hommes, surtout les gars qui sont présents, là. Moi, je peux vous dire que depuis le début de la pandémie, j'en ai eu beaucoup de Zoom, j'en ai eu beaucoup de rencontres virtuelles avec la FTQ aussi, puis d'autres organisations. Mais celle-là, elle m'a frappé particulièrement comme humain. Donc, je vous invite à l'écouter attentivement. Ensuite de ça, on va avoir un panel. Vous savez, un panel, je pense que c'est apprécié de tous d'avoir des gens, des militants, militantes de notre syndicat qui viennent débattre d'une question en particulier. Donc, on va avoir Julie Hébert, notre avocate responsable à santé et sécurité, qui va animer un panel sur la santé et sécurité. Puis, on va en profiter tout de suite pour parler un peu de la réforme. Vous savez, le ministre Boulay nous a déposé une réforme. Ça faisait des mois qu'il nous promettait une réforme sur la loi santé et sécurité, la LA-TMP. Cette réforme-là a été annoncée à fin octobre. Je peux vous dire tout de suite que cette modernisation de loi-là, ça passe vraiment pas. Ce n'est pas du tout à l'avantage des travailleurs et des travailleuses. Hier, on a eu un bureau spécial de la FTQ. Tous les vice-présidents de la FTQ étaient présents. Puis on a eu un consensus, je vous dirais, puis pas juste un consensus, là, ça a été unanime. L'ensemble des syndicats de la FTQ se rangent en arrière de la FTQ pour dire que ça ne passe pas, cette réforme-là. Puis on va la décrier haut et fort. On a pris le temps de l'analyser, on a pris le temps de la mâcher, puis je peux vous dire que ça ne passe pas. Puis juste quelques exemples des articles de loi qui ont été changés, plus de 300 articles de loi qui ont été changés. Beaucoup de ces changements-là reposent sur des comités réglementaires de la SNES. Or, vous vous souvenez, à la dernière Assemblée annuelle, on vous parlait du rapport du vérificateur général qui est venu un peu frapper sur la SNES en disant qu'il y avait certaines lacunes et que ça ne fonctionnait pas toujours. Puis une des plus grosses lacunes de la SNES, c'est justement les comités réglementaires qui n'avancent pas. Donc, le ministre, ce qu'il n'a pas eu le courage de mettre dans la loi, bien, il donne ça à des comités réglementaires où c'est paritaire, syndicats puis employeurs, puis on doit déterminer puis faire avancer les choses. Vous comprendrez que les patrons dans ces comités-là ne sont pas là nécessairement pour tout faire avancer les dossiers, donc ça ne fonctionne pas. Toute la question aussi de la présomption. Vous savez que la loi, quelqu'un qui est victime d'une lésion professionnelle, il y a quand même des présomptions intéressantes. Il y a des présomptions qui vont être coupées. Il va y avoir moins de présomptions à l'avantage des travailleurs et des travailleuses qu'il y en avait dans l'ancienne loi. Toute la question aussi des traitements. Quelqu'un qui a été victime d'une lésion professionnelle, des traitements, des médicaments. Normalement, c'était le médecin traitant qui déterminait c'était quoi les médicaments, c'était quoi les traitements, mais maintenant, ça ne sera plus ça. Ça va être justement un comité réglementaire qui va déterminer c'est quoi les traitements médicaments. Tous les mécanismes de prévention aussi. Hein, on réclame d'avoir des représentants en prévention partout, des comités de santé et sécurité partout, des programmes de prévention partout. Ce que le ministre vient dire, il se pavane en disant qu'on va en avoir partout, mais c'est faux. Les secteurs à faible risque, il n'y a rien dans la loi qui dit qu'il va y avoir des comités de santé et sécurité. Puis, il y a certains milieux de travail qui vont être fragmentés aussi. Exemple, je vais vous donner l'exemple de ce que je travaillais avant chez ArcelorMittal à Contrecœur. On dit qu'une fonderie, ça, c'est un niveau élevé, mais qu'un laminoir, c'est un niveau moyen. Donc, on pourrait avoir deux systèmes, deux mécanismes de prévention différents dans la même unité, dans la même section locale, c'est-à-dire qu'on aurait l'aciérie avec un système de prévention qui est un peu mieux, puis au laminoir, bien, on ferait moins de prévention, l'employeur serait moins obligé de faire la prévention de façon paritaire. Pourtant, les deux derniers accidents graves qui sont arrivés dans cette usine-là sont arrivés au laminoir. Donc, c'est vraiment un non-sens. Autre non-sens aussi, c'est de mettre des comités de santé et sécurité inter-établissements à grandeur du Québec. Je vois qu'il y a des gens de Glencore ici qui sont là dans différents milieux de travail. Glencore pourrait décider demain matin de dire on va faire un comité de santé et sécurité, un représentant en prévention, un programme de prévention, un programme de santé pour l'ensemble des établissements. Puis on va se réunir tous ensemble, puis on va faire des rencontres de santé et sécurité à plus haut niveau pour l'ensemble des sites de Glencore au Québec. Vous comprendrez que ça n'a pas de sens. Même si c'est intersyndical. Prenons l'exemple Alcoa, nos confrères d'ABI. Alcoa pourrait décider de faire un comité de santé et sécurité pour l'ensemble de ses alumineries au Québec.
Donc, ça donnerait des représentants métallo pour l'aluminerie d'ABI, des représentants CSN pour l'aluminerie de Bécomo, puis l'aluminerie de Deschambault qui n'est pas syndiquée, bien, eux aussi, c'est sur le même comité de santé et sécurité, avec des représentants en prévention que ce n'est pas trop clair. Donc, pour nous, c'est clairement pas avantageux. Toute la notion aussi du retrait préventif qui, depuis des années, le retrait préventif, c'est le médecin traitant qui gère ça. C'est le médecin traitant qui s'occupe de la mère, qui détermine l'état de santé du fœtus, puis qui détermine l'état de santé de la mère, qui, lui, peut dire on va y aller qu'un retrait préventif. Mais ça, c'est une perte dans la loi. Maintenant, un médecin de la SNES pourrait décider de dire non, telle travailleuse n'a pas le droit au retrait préventif. Donc, c'est un non-sens. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je vous annonce déjà que le 8 décembre prochain, Julie Hébert va organiser une rencontre Zoom, 2 rencontres Zoom dans la journée du 8 décembre pour expliquer l'ensemble des détails des changements de la loi, puis c'est quoi que ça a comme impact chacun dans vos milieux de travail. Puis je vous vois toutes, là. J'invite pas juste les représentants en prévention, puis les geeks de santé-sécurité, puis le monde qui tripe santé-sécurité à y participer. Moi, j'encourage l'ensemble des présidents-présidentes de nos sections locales aussi à participer à cette rencontre Zoom-là avec Julie. C'est important, pas juste les représentants en prévention, c'est important qu'on sache tout c'est quoi que cette loi-là elle vient changer. Imaginez la SNES, vérificateur général, qui dit qu'il y a des lacunes dans un comité réglementaire. Prenons juste par exemple le secteur minier. Tous les comités réglementaires du secteur minier, je ne vois pas André Racicot là, parce que j'ai juste une 50aine de personnes devant moi, mais parlez-en André Racicot pour le fun, à savoir comment que ça avance les comités réglementaires, puis combien d'articles qui règlent par année, combien de rencontres qu'il y a par année. Donc, pour nous, c'est un non-sens. Puis juste pour vous dire, hier, la présentation que la FTQ nous a fait, on parle d'économies de 417 millions qui vont être économisées suite à cette réforme-là. Ces économies-là, c'est des économies pour les boss, mais c'est de l'argent de moins dans les poches des travailleurs et des travailleuses du Québec. C'est vraiment un non-sens. Donc, on va décrier fortement, sous couvert de la FTQ, cette réforme-là. On va parler aussi de polarisation puis de radicalisation. Vous savez, avec la pandémie, on entend beaucoup de débats. Puis, je veux mettre ça bien au clair, là. Je ne veux pas faire un débat ici à dire on est-tu pro-masque, on est-tu anti-masque, c'est-tu une conspiration ou pas. Je veux qu'on puisse ensemble voir avec 3 professeurs de l'Université de Sherbrooke qui sont spécialisés dans la question, qui vont venir s'adresser avec nous. Vous savez, comme leader syndical, on a un rôle à jouer. Le rôle qu'on a à jouer, c'est de s'assurer de garder la solidarité de tout le monde ensemble. On voit toutes sortes de choses qui se passent sur les médias sociaux, des théories du complot. N'importe qui peut ouvrir un site Internet puis écrire toutes sortes de niaiseries là-dessus puis envoyer ça sur les médias sociaux. Même Barack Obama, depuis une semaine, c'est son cheval de bataille. Il se promène puis il martèle qu'on doit arrêter de présenter de la fausse information comme ça. Puis j'encourage les gens à avoir des opinions différentes. Je le sais, là, je vous vois passer sur Facebook, là, il y a beaucoup de nos gens qui ont des opinions différentes, puis qui les affichent. Puis c'est correct, ça. La société a avancé avec des gens qui avaient des opinions différentes. Le mouvement syndical a avancé avec des gens qui ont des opinions différentes. Le syndicat des métallos aussi a avancé avec des gens qui avaient des opinions différentes. Puis c'est correct, ça. Mais avoir des opinions différentes, ce n'est pas une raison de se diviser. Ce n'est pas une raison de se faire mal entre nous autres, syndicalement. Puis ce n'est surtout pas une raison de briser la solidarité qui nous unit. Vous savez, là, une couple de semaines, une couple de mois, on a reçu un courriel sur notre info commercialmetallo.ca d'un militant d'une de nos sections locales qui nous dit « Les métallos, vous devez prendre position contre le port du masque. » D'un, ce n'est pas notre rôle là, de prendre position. Puis de 2, il nous a même menacé en disant que si vous ne prenez pas position contre le port du masque, je vais vous sortir les métallos. Moi, je suis un ancien président de cette unité-là, puis je vais vous sortir. On aime mieux vivre pas de syndicat que de vivre avec un syndicat qui ne prend pas position contre les masques. C'est quelque chose, là. C'est grave d'être rendu à ce point-là. Puis je prends tout le temps le même exemple. Dans la radicalisation des opinions,
dans la radicalisation de ce qu'on pense avec les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston. Moi, je prends pour les Canadiens, mais j'ai beaucoup d'amis. Puis je vois Marty. On va prendre Marty, exemple, qui prend le directeur du District 6, qui prend pour les Maple Leafs. On se taquine tout le temps là-dessus. On se taquine tout le temps. Je n'étais même pas né, ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley depuis ce temps-là. Mais jamais ça va empêcher, moi et Marty, de travailler ensemble. Jamais ça va empêcher de créer de la solidarité entre nous autres. Mais toute la question de la radicalisation et de la polarisation, ça fait en sorte que ça brise des liens d'amitié même. On voit même des liens familiaux qui sont coupés. Donc, je trouvais important qu'on puisse avoir une présentation de nous parler justement de polarisation parce que ce n'est pas une raison de remettre en question les fondements même du mouvement syndical. Il ne faut pas que la polarisation nous divise ensemble puis qu'elle nous détourne de notre mission première. C'est quoi la mission première d'un syndicat? C'est de nous solidariser, tout le monde ensemble. Donc, on va parler de polarisation puis de radicalisation. Autre sujet aussi qu'on va vous parler, c'est toute la notion d'équité fiscale. L'équité fiscale, ce n'est pas juste les paradis fiscaux. Là. Il y a 5-6 ans, je ne me souviens plus exactement, on avait eu une présentation sur les paradis fiscaux. Mais pourquoi on amène ce sujet-là? On a dépensé beaucoup au Canada, on a dépensé beaucoup au Québec. Le gouvernement provincial parle d'un déficit de 15 milliards. Au fédéral, on parle de 340 quelques milliards. Qui va rembourser ça, ces marges de crédit-là? Puis déjà, on dirait, quand on parle à notre entourage, on parle à notre famille, on parle à nos amis, on parle à nos collègues de travail, on dirait qu'on nous-mêmes, on se dit, c'est nous autres qui va être pognés pour rembourser ça. Pourquoi ça sera nous autres, le peuple, à rembourser ces marges de crédit-là? De l'argent, il y en a de l'argent, mais pas pris à la bonne place. Juste quelques exemples. Les grandes banques canadiennes. Les 5 grandes banques canadiennes ont déjà payé beaucoup plus d'impôts qu'aujourd'hui. Puis, juste un exemple comme ça, la Banque Royale. La Banque Royale, dans le dernier trimestre, qui ont dévoilé leurs chiffres, 3,2 milliards de bénéfices. En temps de pandémie, 3,2 milliards d'argent qui se sont mis dans les poches. Bien, eux autres, je ne comprends pas qu'ils devraient signer un chèque tout de suite au gouvernement puis dire, moi, voici, je rembourse 1 milliard puis on va vous aider. Mais en plus de ça, on a été mis au courant qu'il y a des grandes banques qui ont utilisé la subvention salariale de 75 %. Tantôt, Donald en parlait, là. On a des gens chez ArcelorMittal puis chez HEICO qui ont appris que malgré des profits, ces compagnies-là se financent. Donc, imaginez, exemple, la Banque Royale qui fait 3,2 milliards de profits puis qui pige dans nos poches à nous autres pour payer 75 % du salaire de ses employés, c'est un non-sens. Quand on parle d'équité fiscale aussi, c'est de taxer les ultra-riches. Les ultra-riches, je pense qu'ils doivent faire leur effort aussi en temps de pandémie puis payer un peu plus d'impôts. Toute la notion des gains en capital aussi. Ce n'est pas normal que les gains en capital soient imposés seulement qu'à 50 %. On parle souvent des paradis fiscaux. Vous savez, les paradis fiscaux, ce n'est pas quelque chose de marginal. Ce n'est pas quelque chose qu'une couple de compagnies ici, à droite et à gauche, utilisent. Là. 90 des 100 plus grandes entreprises du Canada ont des filières dans différents paradis fiscaux sur la planète. C'est un scandale. Toute la notion aussi de l'évitement fiscal. J'ai une amie à moi qui n'est pas syndicaliste nécessairement, qui est entrepreneur, puis qui a vendu sa business il n'y a pas si longtemps. Elle a vendu ça 1 million de dollars. Savez-vous comment elle a payé d'impôts là-dessus? Zéro. Zéro impôt sur un gain de 1 million de dollars. Elle n'a rien fait d'illégal. Tu allais voir un fiscaliste, tout ce qu'elle a fait, c'est légal, des fiducies familiales, on met l'argent à gauche par à droite, puis on ne paye pas d'impôts. De voir aussi Guy Laliberté, un milliardaire, qui s'en va dans l'espace, ça lui coûte 30 millions de sa poche, il peut payer 30 millions pour aller faire un tour dans l'espace, puis il met ça sur son rapport d'impôt comme une déduction. Il voulait faire déduire de ses gains ce voyage de 30 millions-là, ça n'a pas d'allure, puis après ça, on a mis de l'argent de Québec là-dedans, puis finalement, ça se ramasse en faillite. Tous les grands aussi, les gammas qu'on appelle les Google, Amazon, Netflix, Facebook, pourquoi ces entreprises-là ne payent pas d'argent, ne payent pas d'impôts? Ça n'a pas de sens. Puis je vais faire une comparaison. Pourquoi qu'une mère de famille qui travaille fort
2000 heures par année, qui fait un salaire de 50 000 $ par année, pourquoi que cette personne-là va payer 18 000, 20 000 $ d'impôts sur 50 000 $ de gains? Puis pourquoi qu'une compagnie qui fait 5 millions de profits ne sera pas obligée de payer, exemple, 1,8 à 2 millions aussi en impôts en temps de pandémie? C'est un non-sens. Pourquoi des travailleurs, des travailleuses dans le secteur minier, exemple, chez ArcelorMittal, c'est à Côte-Nord, qui font 100 000 $ de salaire par année, puis 100 000 $ bien mérités, eux vont payer 45 000 $ d'impôts. Puis pourquoi que la minière qui exploite notre sous-sol à nous autres, notre minerai à nous, aux Québécois et aux Québécoises, puis qui se met 1 milliard de profit dans les poches, pourquoi elle ne paierait pas 450 millions d'impôts? Pourquoi que les travailleurs et les travailleuses n'ont pas le même ratio? C'est un peu utopique, mais vous comprenez où ce que je veux en venir. De l'argent, il y en a, mais il faut juste avoir du leadership gouvernemental puis aller la chercher à la bonne place. Vous savez, souvent, pas souvent, mais il y a une couple d'années, on a vu une campagne à Québec avec les radios poubelles, que je n'étais pas d'accord, mais je vais faire le lien un peu. On voyait beaucoup de collants sur les pare-chocs arrière des voitures. J'étais écœuré de payer. Hein? J'étais écœuré de payer, puis on tapait sur la tête de la fonction publique. On disait, on paye trop d'impôts, j'étais écœuré de payer. Tout ce que je vous parle là, il y a grosso modo un estimé 50 milliards par année à aller chercher. 50 milliards, là, au lieu de taper sur la tête de la fonction publique, là, on devrait aller chercher plus d'argent où ce qu'il y en a, puis régler la négo des travailleurs et des travailleuses de la santé, donner plus de conditions de travail aussi à nos professeurs dans nos écoles en temps de COVID. Vous savez, mon plus jeune garçon va à l'école secondaire à Varennes. Il a commencé l'année avec aucun professeur en mathématiques. La personne qui est arrivée là au jour 1, là, elle a dit, moi, je viens aujourd'hui, mais elle a dit, les autres, elle a dit, ça va tout être des suppléants pour l'année. Il est temps qu'on aille chercher de l'argent dans les poches des plus riches, puis qu'on puisse justement alléger le fardeau fiscal des travailleurs et des travailleuses, mais en même temps se donner plus de services. Donc, c'est hyper important qu'on puisse aller chercher de l'argent dans les poches des plus nantis, au lieu de nous-mêmes se dire, comme Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, qu'on va payer pour ces marges de crédit-là, pour payer l'argent nécessaire qu'on a donné aux familles pour soutenir l'économie. C'est bien beau de dire ça d'une assemblée annuelle, mais il va falloir se mobiliser. Il va falloir, ensemble, qu'on se mobilise et qu'on fasse avancer ces idées-là. Vous savez, les milliardaires de la planète, il y a eu un sondage de fait, les milliardaires de la planète, dans les 3 derniers mois, comment de rendement ont fait sur leur fortune? Là? Nous, là, on check nos REER un peu, là, puis si on finit l'année, qu'on a fait 2-3 %, on va être content. Les milliardaires de la planète ont fait 238 % de rendement. C'est-à-dire que leur fortune a augmenté en moyenne de 238 %. Prenons juste un milliardaire qui a 10 milliards à la banque. Au début de la pandémie, 3 mois après la pandémie, il est rendu à 23,8 milliards. C'est un scandale, ça. Ce qui est scandaleux aussi, c'est qu'on ne se réveille pas comme société. On est capable de mettre 5 000 personnes en avant de l'Assemblée nationale pour une manif anti-masque, pour des masques, mais on n'est pas capable de se mobiliser pour des scandales de même, où ce que les ultra-riches deviennent de plus en plus riches, puis que le petit peuple, on est condamné à être comme ça. Moi, je suis convaincu qu'avec la machine qu'on a au Métallo, la machine de mobilisation, on est capable de faire avancer ce dossier-là, puis d'avoir une meilleure répartition de la richesse au Québec puis au Canada. Vous savez, 550 milliards, là, si on divise ça, on est à peu près 38 millions d'habitants au Canada. Là. C'est 1 300 $ par année, par personne. Puis je ne parle pas juste des gens qui sont en âge de travailler. Là. Autant un bébé naissant, autant qu'une personne âgée de 90 ans, 1 300 $ par année que nous, on paye pour soutenir tous les services publics qu'on a pendant que ces compagnies-là, ils pourraient. Vous savez, les gens de Cathédra, présentement, qui sont en conflit de travail à Victoriaville, les gens d'énergie à Terrebonne, ont fait la grève pour pas mal moins que ça, 1 300 $ par année. Puis parlons d'équité fiscale à n'importe qui dans la rue, d'un restaurant, dans nos familles,
Personne ne va être contre ça d'aller chercher un peu plus d'argent où ce qu'il y en a. Moi, je suis convaincu que le mouvement syndical est capable d'être un catalyseur de la mobilisation pour ce dossier-là pour avoir une meilleure fiscalité. Donc, c'est quelque chose que les métallos, on va travailler dans la prochaine année. Les représentations, rapidement, dans la dernière année, vous savez, Donald en a parlé, on a fait beaucoup de représentations. Puis je vais commencer avec les représentations de notre plus grosse section locale au métallo, le 89-22. Puis vous avez un beau background en passant, excusez pour l'anglicisme, un beau filigrane. Je vous vois tous, les gens du 89-22. On a travaillé fort de concert avec la FTQ pour aller chercher une prime pour nos agents de sécurité qui étaient en contact avec le COVID. C'est correct, les primes qu'on a données pour les travailleurs du commerce de détail dans les épiceries et ces choses-là, ils ont tous eu des primes de 2 $. Mais nos agents de sécurité qui étaient sur la première ligne, exemple dans les hôpitaux, qui faisaient face à chaque personne qui entrait à des situations dangereuses, des situations qui pouvaient contacter le COVID, puis on sait qu'il y en a eu. On a travaillé fort de concert avec la FTQ. Le président de la FTQ a rencontré le ministre Boulay à plusieurs reprises. Puis ça aurait été facile là, de changer le décret, un décret ministériel, puis de dire, d'ajouter que les agents de sécurité qui travaillent sur la première ligne, qui sont en contact avec le COVID, pas l'ensemble des agents de sécurité, mais ceux qui sont sur la première ligne, d'aller chercher une prime de 2-3 piastres de l'heure. Mais encore là, le ministre n'a pas eu le courage de faire ça. Tout le secteur d'hôtellerie-restauration, Guy a très bien fait le tour. Juste 2-3 petites choses. À un moment donné, j'ai écrit une belle lettre au ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme pour dire qu'on voulait les rencontrer et échanger là-dessus. Finalement, le ministre n'a même pas daigné me contacter moi, à parler à Guy Gendron, puis a dit à Guy, ben, nous autres, on n'a pas trop intérêt à rencontrer les syndicats en temps de pandémie. Ça n'a pas de sens. C'est un des secteurs qui est le plus touché au Québec. On a fait une manif, d'ailleurs, la semaine dernière en avant du Sheraton, où il y avait beaucoup d'affiliés de la FTQ qui étaient là. On va continuer justement à solliciter les paliers de gouvernement. Puis je vous dirais qu'au gouvernement fédéral, on a un peu plus d'écoute, mais pas de résultats trop encore. Tout aussi la section du transport aérien, nos agents de fouille, l'hôtellerie-restauration, les boutiques hors taxes à l'aéroport, durement touchés par la pandémie. Autre sujet aussi qu'on continue à travailler encore avec la 89-22, c'est nos signaleurs routiers. Depuis quelques temps déjà, il y a beaucoup de signaleurs routiers qui ont décidé de joindre les rangs du syndicat des métallos pour les représenter. Puis malheureusement, les cas de décès qu'on voit aux métallos dans les derniers temps, c'est des signaleurs, des signaleuses routiers qui se font frapper sur des chantiers de construction. L'autre jour, j'ai le vice-président de la FTQ, qui est le directeur général de la FTQ Construction, Éric Boisjoli, qui m'appelle et dit « Dom, il dit, ça n'a pas de sens, les signaleurs. » Il dit « Nous autres, on voit là, sur les chantiers là, comment ils sont traités, comment ils travaillent avec le danger. On devrait faire un communiqué de presse tout de suite pour dénoncer la prochaine victime qu'il va avoir. » Donc, nos deux services de com se sont mis ensemble. Je me suis couché le soir, c'est particulier d'autoriser un communiqué de presse en sachant qu'on va le publier, mais qu'il y ait un décès. Fait que je me suis couché le soir en me disant, je viens d'autoriser un communiqué de presse pour quelqu'un qui n'est pas encore mort, mais qui va mourir. Ça n'a pas de sens. Il faut revendiquer un décret des signaleurs routiers pour négocier dans les conventions collectives une convention, comme les agents de sécurité, un décret, mais aussi pour avoir une table commune où on va s'asseoir avec les employeurs puis échanger sur des solutions pour s'assurer que ces gens-là soient moins à risque de se faire frapper sur des chantiers de construction. Tout le dossier de l'aluminium aussi. Vous savez, Trump, je ne parlerai pas d'élections américaines, je vais laisser notre président international en parler, mais ça a été un jeu du yo-yo avec le gouvernement Trump, de mettre des tarifs, des enlever, des remettre. Puis finalement, on a travaillé fort des deux côtés de la frontière, souvent même avec des associations patronales aux États-Unis, pour faire rendre compte que finalement, la taxe de 10 % que Trump mettait, là, ça pénalisait juste les Américains. Les alumineries du Québec, là, le 10 % qui se sont fait mettre de taxes, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Ils ont monté le prix, ils ont refilé cette facture-là aux Américains.
Ils sont morts de rire. Puis là, la taxe est tombée. Pensez-vous vraiment que les alumineries ont baissé leurs tarifs de 10 parce que Trump a enlevé ça? Non. Vous regarderez les résultats de Rio Tinto puis d'Alcoa, mais qui vont sortir, puis il y en a déjà là, qui ont sorti. Là. Ils ont fait de l'argent comme de l'eau pendant les taxes de Trump. Tout le dossier du bois aussi qu'on a travaillé. Je vous l'ai dit que quand Daniel Roy m'a envoyé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'avais aussi à m'occuper de chantier Chibougamau, Barrette-Chapais, puis la section locale composée là-bas. Puis d'entrée de jeu, je le vois en haut, le troisième en haut, Pierre Leblond. Pierre, il m'a punché en partant. Il me dit, Dom, il dit, on dirait, puis je le vois sourire, là. Il dit, on dirait que on n'a pas de place, le bois au métallo. On n'entend pas parler du bois trop, les métallos. Pourtant, c'est un gros secteur. Là. Chantier Chibougamau, Barrette-Chapais, toute la région des Bois-Francs aussi. C'est un gros secteur de notre syndicat, le bois. Puis ce que j'avais répondu à Pierre dans le temps, prenez-vous en main, tabarouette. On va se mobiliser ensemble, puis on va le faire avancer, le dossier du bois. On avait été en commission parlementaire à l'époque. On a fusionné il y a plusieurs années aussi au Canada avec le Wood Council. Qui sont devenus, c'était les Woodworkers qui sont devenus le Wood Council. J'ai dit à Pierre, il faut connecter avec ces gens-là. On s'est déplacé, on est allé dans le Nord, à faire 12-13 heures de voiture pour aller à Kapuskasing dans le Nord pour rencontrer ces métallos-là. Après ça, on est allé à Vancouver aussi pour rencontrer les travailleurs du bois à Vancouver. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que ce qu'on a semé sans faire de jeu de mots, bien aujourd'hui, on le récolte. On est rendu qu'on fait du lobby à Ottawa, avec les gens de l'Ontario, avec les gens de la Colombie-Britannique. Récemment aussi, avec la FTQ, on a fait des avancées. On collabore de plus en plus avec, exemple, le Conseil de l'industrie forestière du Québec. Puis chapeau au leadership de Pierre Leblond, chapeau au leadership aussi de Michel Hébert, qui est le président intérimaire, Gabriel Saint-Gelais aussi, qui ont su faire avancer leur dossier. C'est facile de dire aux métallos, vous devriez faire ça, puis mes crimes se sont pris en main. Je suis fier, je suis allé à Chibougamau entre les deux vagues, juste à temps. Fier d'avoir pu revisiter ces deux installations-là, puis fier de voir les métallos du secteur du bois. L'acier aussi. L'acier, vous savez, on a eu deux cas légaux qui ont été initiés par l'adjoint directeur canadien Mark Rowlinson. Mark, il dit il y a du dumping qui se fait. Il y a des pays qui financent certaines industries comme des tuyaux d'acier qui amènent ça ici au Canada à des coûts moins chers que ce que ça coûte le produire. Ça, on appelle ça du dumping, c'est illégal. On est allé devant la Cour fédérale, on a fait témoigner des métallos, dont Alain Duhamel, on a gagné ce cas-là. Plus récemment aussi, la barre d'armature, ce qu'on appelle du rebar, là, qui va dans le béton, où qu'encore une fois, les métallos, on a initié une plainte à la Cour fédérale pour dumping contre d'autres pays qui venaient ici remplir nos ports avec de la rode à ciment faite dans d'autres pays. Puis encore là, Yves Roland, mon président, qui est allé témoigner devant ce tribunal-là, on a eu la décision il y a une couple de semaines, puis c'est une victoire. Une victoire initiée par le syndicat des métallos. Il y a d'autres syndicats concurrents qui nous reprochent d'être un syndicat international, qui nous reprochent d'avoir notre maison mère à Pittsburgh. Mais je peux vous dire que dans des cas comme ça, là, on est chanceux de faire partie de la grande famille des métallos puis de l'acier. Puis je me souviens très bien, quand on a eu cette victoire-là, moi puis Marc Pican, on s'est parlé, puis avec Marty, directeur du 6, puis Steve aussi, le directeur du district 3, puis il a dit qui qu'on fait parler dans ce communiqué de presse-là de cette victoire-là? On va faire parler nos présidents puis nos présidentes qui ont été témoignés, puis nos présidentes qui ont été impliqués dans le processus pour les faire rayonner. Donc, chapeau aux gars de l'acier. Autre dossier qu'on a travaillé fort, toute la question de la protection des retraites. Vous vous souviendrez, il y a une couple d'assemblée annuelle, Robert Roy, le président à l'époque, Pointe-Noire, qui est encore président, mais ça a changé de nom, là, la SFPPN, qui venait d'apprendre que sa compagnie se mettait en faillite puis qui perdait au-dessus de 20 de sa retraite puis des retraités. Je peux vous dire que là-dedans, on a continué à être actif, on a continué à avoir des liens, autant avec le NPD en Ontario puis notre bureau canadien à Toronto, autant ici sur la Côte-Nord, sur la gouverne de Nicolas Lapierre. On a fait encore là des campagnes de lobby avec des militants puis des militantes. C'est pas juste à nous d'aller rencontrer des ministres, pas juste à nous d'aller rencontrer des députés. Je peux vous dire que ça a pas mal plus d'impact quand c'est un président ou une présidente élue d'une section locale qui va se présenter à un député
puis qui va vendre sa salade, ça a pas mal plus d'impact que quand c'est un permanent ou quand c'est le directeur des métallos qui va là tout seul. Donc, chapeau, on va continuer à travailler ce dossier-là. Tout le dossier aussi de l'assurance universelle médicaments, on a tout entendu parler. Je parlais de 50 milliards tantôt, là. 4 milliards par année qu'on pourrait sauver à avoir un régime d'assurance médicaments au Canada, qu'on pourrait aller s'asseoir et négocier avec les compagnies pharmaceutiques, avec les pharmacies aussi. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui n'a pas d'assurance paye tel prix pour un médicament, puis quelqu'un qui a une assurance X paye l'autre prix. L'autre paye des frais de pharmacie. 4 milliards qu'on pourrait sauver en se mettant ensemble et en allant négocier avec les compagnies pharmaceutiques au Canada. On va continuer à travailler ça. Finalement, autre dossier aussi qu'on va continuer à travailler, c'est toute l'économie verte. L'économie verte, il y a une couple d'années, on entendait parler puis on prévoyait déjà des pertes d'emplois. On se disait déjà, il faut pallier à ces pertes d'emplois-là. Comment on va reclasser notre monde? Non, non, non. On ne prendra pas des pertes d'emplois, puis on ne sera pas de cachette que les métallos, on a plusieurs usines parmi les plus polluantes au Québec. Au contraire, on va travailler à faire en sorte que ces entreprises-là puissent se moderniser. Martin Labbé, notre nouveau venu, tantôt que Donald a salué, Martin va travailler sur un dossier pilote, justement, pour accompagner un employeur à investir puis à émettre moins de gaz à effet de serre. Puis une des façons de le faire, là, c'est de mettre une taxe carbone à l'entrée du pays. C'est pas normal. On a des gens qui fabriquent des pylônes électriques. C'est-tu Pyrotech, Denis, comment ça s'appelle? Pyrotech, qui soumissionne sur des appels d'offres pour des pylônes d'Hydro-Québec. Puis finalement, c'est un concurrent qui l'a. Pourquoi? Parce que lui a décidé de prendre de l'acier qui vient de l'Inde. Mais l'acier qui est fait en Inde est fait à partir de charbon. Au lieu d'être fait ici au Québec par hydroélectricité, on met ça sur des bateaux, on brûle du mazout, on brûle du diesel, on amène ça ici, puis on coupe les pieds, on coupe les jambes à l'industrie sidérurgique au Québec. C'est un non-sens. On devrait dire, peu importe sa planète, si tu pollues, quand tu amènes ça ici au Québec et au Canada, tu vas payer une taxe carbone. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler. Puis je vous dirais que le gouvernement fédéral, le gouvernement libéral est de plus en plus ouvert à cette idée-là. Il y a 2 semaines, on a rencontré là, avec l'ensemble des directeurs canadiens puis les staffs canadiens, le chef du NPD, pour lui parler de ce projet-là. Il n'était pas trop chaud au début, mais je suis convaincu que Ken, Marc et son équipe vont continuer à talonner le NPD. En terminant, la mobilisation. La mobilisation, c'est le cœur de notre syndicat. On est déjà bon en mobilisation. Moi, je pense qu'on est la meilleure organisation syndicale au Québec pour se mobiliser. Alors, regardons dans l'histoire moderne de notre syndicat, c'est qui les derniers qui ont réussi à mettre 8000 personnes dans les rues pour un conflit à Alma? C'est les métallos. C'est qui les derniers qui ont réussi à mettre 5000 personnes dans les rues pour un conflit à ABI? C'est nous autres, les métallos. C'est qui l'organisation qui a réussi à organiser une manif, à faire signer des gens dans 24 succursales de la SAQ en même temps pour une consigne sur la bouteille, pour sauver des emplois à Pointe-Saint-Charles, pendant qu'on enfouit plus de 200 millions de bouteilles dans le sol québécois. À chaque année, on creuse un trou, on prend 200 millions de bouteilles, on met ça dans le trou, puis on enterre ça. C'est un non-sens. On a réussi, avec notre mobilisation, à changer la loi, à influencer le gouvernement. On a un système de consigne qui, avec la pandémie, n'est pas sur des roulettes trop ces temps-ci, mais on va continuer à travailler ce dossier-là. Mais c'est notre mobilisation. La mobilisation aussi dans nos milieux de travail. Je suis convaincu qu'on est parmi les meilleurs pour se mobiliser. On est les meilleurs quand vient le temps de négocier des conventions collectives, de se mobiliser ensemble, de négocier serré avec le boss, d'avoir un bon rapport de force. On est les meilleurs. Notre action avec le gouvernement aussi, de se mobiliser, je n'ai parlé tantôt, tout le lobby qu'on fait, je suis convaincu qu'on est les meilleurs là-dedans. La mobilisation qu'on a sur le recrutement aussi. On est un des syndicats qui recrute le plus au Québec, mais aussi parmi le syndicat des métallos, l'ensemble des 13 districts. Je suis convaincu qu'on est capable de faire mieux. Je suis convaincu qu'on est capable de faire mieux. Sur le recrutement, on va devoir innover. Vous savez, faire du recrutement en temps de pandémie, aller cogner à des portes pendant qu'on est en zone rouge, là, c'est pas trop chic. Déjà que c'est pas facile de convaincre quelqu'un, pas en temps de pandémie, de signer une carte. Imaginez qu'il faut qu'il signe une carte d'un papier Ziploc pour dire qu'il n'y a pas personne qui a touché, qu'un stylo qui a été désaffecté, là.
Mais il va falloir se mobiliser autrement. On a demandé à Mario, Mario, il va nous préparer un plan de match pour l'année prochaine, à savoir comment se mobiliser différemment pour recruter. Mieux impliquer nos poteaux aussi qu'on a à l'intérieur. Ça a changé le recrutement. Mais mieux impliquer aussi l'ensemble des sections locales. Je suis convaincu qu'il y a des gens ici, vous connaissez des amis dans vos familles, des gens qui ne sont pas syndiqués et qui auraient besoin d'être syndiqués. C'est toujours plus facile d'approcher un groupe quand c'est quelqu'un qui nous a été référé. Donc, on est capable de faire mieux. Dans nos milieux de travail aussi, dans chacun de nos sections locales, dans chacune de nos unités, on est capable de faire mieux. On dirait que la mobilisation, on la fait seulement 6 mois avant la négo. On va se mobiliser, la négo s'en vient, puis on se fait faire des chandails, des macarons, on passe nos cahiers de demande, saut, les trompettes partout dans le shop. Mais les conventions collectives sont de plus en plus longues. Ce n'est pas des conventions de 2 ans comme dans le temps, puis 3 ans maximum. Là. On doit trouver la façon de se mobiliser entre nos conventions collectives. Puis on a plein d'occasions, je suis convaincu. On a souvent des mauvais pas que le boss fait, des griefs, des mesures disciplinaires, des interprétations de conventions collectives. Mais on doit garder mobilisé. Puis un bel exemple, la section locale 65-86 à Contrecœur. Sortent d'une dure négo, s'en vont négocier en 2022, puis eux se sont posés la question puis dire comment on peut mobiliser nos gens en plein milieu de notre convention collective. Savez-vous l'idée, c'est quoi qu'ils ont eu? Ils ont dit tous les nouveaux embauchés depuis le dernier contrat qui n'ont pas vu la négo, là, bien, on va les libérer une journée, puis on va leur donner une formation syndicale maison. C'est un super de beau projet. On travaille début janvier à faire une vidéo là-dessus, un genre de reportage avec Jocelyn Desjardins, qu'on a rencontré ces gens-là. Il faut trouver une façon de se mobiliser un peu mieux. Puis comme organisation aussi, il faut trouver une façon de mieux se mobiliser. Daniel Mallette, qui a le cœur gros comme une citrouille, qui travaille sans relâche, il est tout seul. Tout seul pour mobiliser notre syndicat. Souvent, on reçoit des manifs, c'est à la dernière minute. Dans 2 jours, on a une manif. Moi, je pense qu'on doit se doter d'une structure un peu comme les correspondants qu'on a. Vous savez, au Métallo, Claire-André Cauchy aux communications, on a 2 publications, le Trait d'Union, le Métallo. On a des correspondants dans chacune des régions qui fait le tour et qui nourrissent après ça notre service de communication. Moi, je pense qu'on devrait avoir des militants dans chacune des régions du Québec qui va tisser son réseau de contacts puis qui va se référer à Daniel Mallette, que demain matin, quand on va avoir une mobilisation à faire, on va pouvoir rayonner. Puis je parlais de Daniel Mallette. Travaillez fort, Daniel Mallette, pour le mouvement du 12 novembre dernier, prendre une pause de 15 minutes. Là. À la dernière minute, comme organisation, on a rayonné, mais surtout comme organisation, on a lancé un message au gouvernement de la CAQ de dire « Réglez donc le dossier de la négo du secteur public ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, ensemble, Donald a parlé de notre logo ensemble. Ensemble, on réalise de grandes choses. C'est ensemble qu'on se fait respecter. C'est ensemble qu'on gagne nos batailles. On est bien plus fort quand on est mobilisé. On est bien plus fort quand on est proche de nos membres. Puis quand je dis proche de nos membres, là, proche de nos membres du plancher. Donald l'a dit, moi et Alain, on avait introduit d'aller visiter beaucoup de milieux de travail. Les gens aiment ça, voir le dirigeant syndical. On veut poursuivre ça, mais que la situation le permette. Mais il faut trouver une façon d'aller rejoindre nos membres dans chacune des sections locales, mais dans chacune des unités. Vous savez, le pouvoir, ce n'est pas la direction des métallos qui l'a. Le pouvoir, c'est quand il y a un groupe de travailleurs et de travailleuses qui décident de se mobiliser, comme les gens d'énergie, avec la section locale 2008, se sont mobilisés un moment donné, puis ils ont dit au boss, c'est assez, puis ils ont sorti en grève. Savez-vous comment ça s'est réglé, cette grève-là? Ça s'est réglé quand, un moment donné, le permanent Jean-Yves Couture, avec Steve Mador de la section locale 2008, puis le président d'unité, ont été rencontrer le boss. Ils ont dit au boss, on a une tradition au métallo que quand il y a un groupe qui se fait attaquer, là, à un moment donné, on sonne la grande cloche au village, là, comme dans le temps, le curé sonnait la grande cloche, puis la solidarité va arriver. Si tu ne règles pas d'ici vendredi, notre organisation va lancer un appel à la solidarité. Puis tout l'héritage qu'on a fait, puis je vois Éric Moore dans l'écran, l'héritage de venir supporter chaque métallo qui se bat, bien, elle va s'en venir ici à Terrebonne. Il y a eu une entente de principe le vendredi, finalement.
Fait que cette mobilisation-là, ce pouvoir-là, là, c'est pas moi puis Donald, c'est pas les cordeaux qui l'ont, c'est chacun d'entre vous. Puis il faut que chacun des métallos puisse le sentir aussi, ce pouvoir-là. Chaque métallo doit se sentir appuyé. Que ce soit une grosse négo comme celle qui s'en vient sur la Côte-Nord, 3 grosses négos sur la Côte-Nord en passant, nos 2300, Nico, 2300 membres sur la Côte-Nord qui vont négocier. La mine du Lac-Blôme aussi qui sont en négo. Je parlais de Robert Roy tantôt, la SFPPN. Autant que ce soit des gros groupes comme ça, avec une histoire riche, syndicale, doivent se sentir appuyés, autant que d'autres groupes comme Cathédra, justement, à Victoriaville. Autant les salariés d'A.E.D. Prévost aussi, dans la région de Chambly, qui ont décidé de refuser les dernières offres de la compagnie, doivent sentir la force du syndicat des métallos. C'est hyper important. Ça, on veut poursuivre ça. Chaque métallo qui veut s'impliquer aussi, le service d'éducation, même si on est en temps de pandémie, on veut poursuivre ça, d'avoir un encadreur. Quand Luc a pris sa retraite, avec Alain, on a décidé de pousser sur nos bureaux à Toronto et à Pittsburgh pour remplacer Luc Lallier. C'est important. Chaque métallo en quête de justice doit se sentir défendre. Chaque métallo doit sentir l'appui, pas juste de sa section locale, mais de la machine. On a une machine au métallo, puis chaque métallo doit sentir cette présence-là. Ça, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Je parlais de Luc Lallier tantôt, que je tiens à souligner. Je me souviens de ma première formation syndicale, puis Luc, d'ailleurs, a formé plusieurs générations de militants au métallo. Luc a toujours dit, il faut que les bottines suivent les babines. Bien, au métallo, c'est ce qu'on va faire. On va s'assurer que ce qu'on dit, on continue à le faire. Donc, la mobilisation, c'est la clé de nos revendications. La mobilisation, c'est la clé dans nos milieux de travail auprès du gouvernement. Il faut continuer à se mobiliser tous ensemble. Donc, c'est important, ensemble. Ça, c'était ma première conclusion, puis j'ai une deuxième conclusion. Quand j'ai été embauché comme permanent en 2008, je suis arrivé à l'époque au bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je commençais, j'étais un jeune permanent, un peu, je vois Denis grimacer, là. Je n'avais un peu dedans, pas nécessairement facile à diriger, mais Denis m'a pris sous son aile. Denis Trottier a commencé sa vie de travailleur dans les années 70, mais il a commencé à être métallo en 1974. En 1977, il a été embauché à l'époque chez Sidbeck Dosco. Il a commencé à s'impliquer à la fin des années 80, surtout en santé et sécurité. Puis il est devenu président de sa section locale 65-86. Denis est embauché au syndicat des métallos en 2003. Denis a beaucoup fait pour moi. Aussi, quand j'ai été dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des fois, quand on est permanent syndical, on a de la solitude. On est tout seul, des fois. Denis, à chaque fois que je l'appelais, il était là pour me donner des bons conseils et me prendre sous son aile. Je me souviens très bien de ma première négo. Je ne sais pas si on peut mettre la photo de ma première négo avec Denis. À l'époque, on appelait ça Thomas & Betts à Iberville. Vous pouvez rire, hein? Chez Thomas & Betts à Iberville, Denis avait négocié le normatif, puis moi, j'étais venu faire le monétaire. Ça, c'était notre assemblée. On voit Martin Laberge, moi, avec mes beaux bas blancs. Puis on voit Denis qui a changé un peu. Moi aussi, d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire que Denis, hier, nous a annoncé sa retraite. C'était un pan de mur de notre syndicat. On en a perdu une coupe de pan de mur ces temps-ci. Réal Valiquette, que j'ai vu aussi tantôt, Réal, qui est parti. Denis Trottier nous annonce sa retraite pour le début d'année. Puis Denis, je tiens à te rendre hommage. Tout ce que tu as fait au métallo, je ne serais certainement pas dans la position que je suis là aujourd'hui si tu n'avais pas été là pour moi, Denis. Donc, bonne retraite, Denis, puis j'espère que tu vas faire une belle retraite. Merci, Denis. Donc, merci tout le monde. Bonne assemblée annuelle. Bien hâte d'entendre les débats, les présentations, puis vos résolutions. Puis encore une fois, je vous le dis, ça me fait chaud au cœur. 324 personnes d'une rencontre Zoom. Tout à votre honneur. Donc, bon débat, bonne assemblée annuelle, puis on va se revoir l'année prochaine. Je suis convaincu, on ne dira pas en présentiel, j'aime pas ça, là, mais en personne, pour pouvoir avoir une 57e assemblée annuelle un peu plus à la normale. Donc, merci tout le monde.